Bonjour à tous et bienvenue dans ce débat organisé par le Cercle de Wallonie. Alors nous sommes ici à l'implantation liégeoise du Cercle de Wallonie du côté du Val-Saint-Lambert. Et nous allons parler aujourd'hui d'une problématique évidemment très importante pour les entrepreneurs, pour les patrons de PME, pour tous ceux qui entreprennent ici en Belgique. C'est la problématique évidemment des faillites. Alors on sait que ces derniers mois, eh bien, il y a eu assez peu de faillites finalement, et c'est évidemment quelque chose qui paraît contre-intuitif tout d'abord dans le cadre de cette crise sanitaire, mais c'est vrai qu'en 2020, eh bien, on n'a pas vu une explosion encore des faillites, et tout simplement pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a toute une série de mesures qui ont été mises en place par le gouvernement, et notamment un moratoire sur les faillites. Alors il y a eu 2 moratoires sur les faillites ces derniers mois au cours des 2 premières vagues évidemment de la crise sanitaire, de l'épidémie. Et ces moratoires, eh bien, ils ont permis d'atténuer quelque peu cette vague annoncée de faillite, mais on s'attend évidemment à ce que dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, eh bien, il y ait de nouveau une augmentation de ces dépôts de bilan. Et pour parler de cette problématique très actuelle, eh bien, nous accueillons ce midi 3 intervenants de très grande qualité. Tout d'abord, Dominique Mougenot, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président du tribunal de l'entreprise du Hainaut. Vous allez pouvoir nous parler de ces dossiers, de ces citations en faillite qui n'arrivent pas encore, mais qui peut-être commencent à se profiler aussi du côté du tribunal de l'entreprise. Nous avons aussi Gérard Delvaux, qui est président de l'Ordre des experts comptables. Bonjour. Bonjour Monsieur Delvaux, vous allez pouvoir aussi nous parler eh bien de ces entrepreneurs, aussi de vos clientes qui viennent peut-être vous solliciter pour avoir des conseils, peut-être pour éviter justement d'aller jusqu'à cette extrémité qui est la faillite. Mais on sait qu'aujourd'hui, il y a de gros problèmes de liquidité, de solvabilité du côté des entreprises, des PME, notamment du côté de la Belgique. Alors, on accueille encore notre 3e intervenant, Cédric Alter, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes avocat du côté de Janson, vous êtes avocat associé, et vous êtes évidemment spécialisé dans le domaine de la faillite, et notamment aussi on va parler de cette procédure particulière qui est la procédure de la PRJ, la procédure en réorganisation judiciaire. Absolument. Alors, tout d'abord, je vais me tourner vers vous, monsieur Mougenot. Vous êtes je le disais, vice-président du tribunal de l'entreprise du Hainaut. Et donc, vous êtes quelque part en première ligne pour accueillir les citations en faillite. Alors, qu'est-ce que vous avez constaté en 2020 et peut-être déjà dans ces premiers mois de 2021 ? Est-ce qu'on est toujours dans cette phase plutôt de ralentissement des citations en faillite, ou bien est-ce que vous sentez qu'il va y avoir de plus en plus de dossiers qui vont être confiés à votre tribunal ? Alors, on est clairement dans une phase de ralentissement. Ce matin, je regardais encore les statistiques de notre tribunal pour 2020 et je les ai comparées à celles des années antérieures. Et clairement, il y a moins de faillites, il y a moins de procédures de réorganisation judiciaire également. Et je ne suis pas sûr que le moratoire imposé par le gouvernement a vraiment été décisif. Si on parle des citations en faillite, notamment introduites par les créanciers institutionnels, aussi bien le fisc que l'ONSS, on observe une baisse ces dernières années. Donc déjà avant le confinement, il y avait une diminution assez nette, certainement de l'État belge et un peu moins, mais marquée également du côté de l'ONSS. Et entre les 2 phases de moratoire, on n'a pas vu de sursaut. Donc manifestement, les créanciers institutionnels n'ont pas profité de la lucarne qui était ouverte par le gouvernement pour réactiver la machine des citations en faillite. Donc, à cet égard-là, je dirais, la situation est très stable et très calme. Et au niveau des aveux de faillite des entrepreneurs eux-mêmes, il n'y a pas non plus un afflux massif. Et je dirais que la plupart des entreprises qui font un aveu de faillite depuis le début de la crise du Covid, ce sont des entreprises qui étaient déjà en difficulté avant. Nous n'avons pas vraiment entendu jusqu'à présent une entreprise venir nous dire « j'allais bien avant le Covid et le confinement m'a tué ». En général, le langage qu'on nous tient, c'est « j'étais déjà fragile avant et le Covid n'a rien arrangé ». Donc on peut dire que quelque part la situation elle est gelée, c'est un petit peu l'objectif d'ailleurs de ces moratoires, mais est-ce qu'on s'attend à une explosion d'un seul coup dans les prochains mois, ou bien est-ce que c'est un processus qui va s'accélérer, mais je dirais un petit peu doucement ? Alors là, je ne pourrais pas vous répondre avec précision parce que je n'ai pas d'éléments objectifs qui me permettent de dire comment la situation va évoluer. J'aurais tendance à penser que ce sera plus un mouvement progressif,
plutôt qu'une explosion brutale, mais je ne pourrais pas vous le certifier. On s'attend à ce que les secteurs les plus touchés, qui sont les secteurs qui sont à l'arrêt aujourd'hui, comme l'ORECA, l'événementiel, qui bénéficient aujourd'hui encore des mesures de soutien, évidemment, comme le droit passerelle ou d'autres types de mesures, que ces secteurs arrivent peut-être devant le tribunal avec des situations problématiques peut-être dans les prochains mois. C'est probable. Alors, ce qui nous étonne un petit peu, c'est que les secteurs les plus touchés ne prennent pas les devants. On s'attendrait à ce que le nombre de faillites reste bas, vu notamment les mesures prises par le gouvernement de soutien des entreprises, mais à tout le moins, éventuellement, que certaines entreprises qui sentent leur situation s'enfoncer et se dégrader prennent les devants et introduisent des mesures de réorganisation judiciaire, déjà dès à présent, mais on ne voit rien sur ce plan-là non plus. Cédric Alter, je me tourne vers vous. On a vu ces deux moratoires sur les faillites successifs, je le disais, au moment du premier confinement et puis au moment de la deuxième vague. Ce sont des mesures extrêmement fortes, c'est du jamais vu ici en Belgique. Donc les faillites ont été totalement gelées, c'était impossible de faire faillite. Il n'y a pas eu de citation en faillite pendant ces deux moratoires. Alors quel bilan est-ce que vous tirez aujourd'hui de cette mesure assez exceptionnelle ? Oui, pour répondre à votre question et en même temps à la première, je pense que pour expliquer le fait que finalement il n'y a pas eu encore cette vague de faillite qu'on attendait, il y a des éléments objectifs et psychologiques. Dans les éléments objectifs, il y a les moratoires, effectivement, mais qui n'empêchaient pas de faire aveu de faillite, mais qui en fait effectivement bloqué un certain nombre de mises en faillite, sachant que le deuxième moratoire était plus limité, parce que le deuxième moratoire s'appliquait uniquement aux commerces qui avaient dû fermer en raison des mesures gouvernementales, alors que le premier s'appliquait à tous les entrepreneurs. Et puis, je pense que, et c'est non négligeable, l'aspect psychologique où, effectivement, quand on a vu un débat il y a quelques mois, on s'attendait à ce moment-là à avoir une vague de faillite en octobre-novembre, qui n'est pas venue. Oui. Et je pense qu'au niveau de l'aspect psychologique, un certain nombre d'entrepreneurs sont un peu tétanisés. Et on les comprend, ils ne savent pas, là pour le coup, de quoi le lendemain sera fait, ils ne savent pas quel sera le contexte économique, est-ce qu'ils pourront ouvrir ou pas. Et donc ils attendent, ils puisent dans leurs réserves. Il y a aussi le fait que, comme vous le savez, on va encore en discuter, mais pour les PRJ, on est protégé jusqu'au moment où on intente la PRJ. Donc les procédures en réorganisation judiciaire. Voilà, procédures en réorganisation judiciaire. Donc là, le réflexe, c'est de dire on attend au maximum qu'on peut tenir, et parfois trop longtemps. Moi, je conseille, n'attendez pas d'avoir épuisé toutes vos liquidités et prévoyez une marge de réserve, mais ce n'est pas toujours facile à faire comprendre. Et donc, voilà, c'est une combinaison de facteurs, je pense. Et donc le bilan aujourd'hui de ces moratoires, est-ce que c'était une bonne solution? Est-ce que c'était un bon outil? Alors, le moratoire, il y avait vraiment des opinions divergentes sur le moratoire. Certains disaient à contexte exceptionnel, mesure exceptionnelle. D'autres disaient non, il faut laisser jouer le marché et ceux qui doivent finalement faire faillite feront faillite, les plus forts survivront. Je pense qu'il y avait un petit peu à boire, à manger dans les deux thèses, mais moi je plaidais plutôt pour un moratoire sélectif, c'est-à-dire un moratoire qui ne soit pas automatique, mais qui soit appliqué au cas par cas par le magistrat. Ce qui est évidemment plus exigeant, ça demande plus de moyens, mais c'est plus efficace aussi comme mesure. Et c'était en partie ce qui était prévu par on y reviendra sur les propositions qui sont sur la table, mais qui n'a pas été retenu jusqu'au bout. Donc, mais pour répondre à votre question, mon bilan est un peu mitigé, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on a beaucoup d'entreprises qui sont vraiment au bord du gouffre. Alors, est-ce que ça va venir en une fois ou de manière progressive? C'est effectivement très difficile à dire. Mais ce qui est certain, c'est que voilà, ça va finir par venir. Malheureusement, les grandes difficultés de ces entreprises. Les difficultés n'ont évidemment pas disparu avec le moratoire. Il y a eu un gel quelque part de la situation. Un couvercle sur une marmite. Les problèmes de liquidité, comme vous le dites très justement, c'est vraiment mettre le couvercle sur la marmite. Mais les dettes, elles courent toujours, évidemment. Gérard Delvaux, je me tourne vers vous. Est-ce que vous, quel est votre bilan de votre côté de ces moratoires? Est-ce que s'il y a une troisième vague qui s'amorce peut-être, est-ce qu'il faut un troisième moratoire sur les faillites? Non, je ne pense pas qu'il faille un troisième moratoire sur les faillites. Et d'autre part, ce que, disons, je conseille quand même à la profession tout entière que je représente quelque part, en partie en tout cas. Donc les experts comptables, on l'a rappelé. Oui, les experts comptables et les réviseurs d'entreprise, ils ont un rôle de prévention à devoir jouer. Et ce rôle de prévention est souvent mal joué, je dirais, quelque part. Et c'est le point de départ, parce que finalement, l'expert comptable doit
conseiller son client. C'est le premier acte, disons, qu'il doit faire, c'est le bon conseil à son client. Et pour faire un conseil à son client, il faut partir quand même d'une situation comptable. Il faut faire un inventaire quelque part. Et cette situation comptable, eh bien, elle va permettre de donner éventuellement les différentes solutions et de projeter l'entreprise, disons, en fonction des circonstances. Projeter l'entreprise au niveau, disons, de son chiffre d'affaires, de ses résultats et de sa trésorerie. Et ça, le législateur ne s'est pas trompé, d'ailleurs, dans la règle sur la première règle entre le 30 janvier 2009, lorsque la loi, disons, sur la continuité est parue, il y a eu, disons, une similitude avec la révision d'entreprise concernant, disons, les actes que doivent poser, disons, les experts comptables lorsqu'il y a des faits graves et concordants. Faits graves et concordants, ben, ils doivent prévenir l'entreprise alors à partir de ce moment-là. Et dans le mois, ils doivent recevoir un peu les renseignements valables de manière à vérifier la continuité d'exploitation. C'est toujours très difficile, disons, de pouvoir vérifier cette continuité, mais c'est un rôle essentiel de la part, disons, de l'expert comptable ou bien du réviseur d'entreprise. Lui avait déjà ça dans le Code des sociétés. Ici, dans le droit d'insolvabilité, on a mis pour toute la profession entière, disons, à peu près le même texte. Et lorsqu'il ne reçoit pas, disons, les renseignements voulus, ben, de prévenir quand même le président du tribunal. Or, ça ne fonctionne pas, je pense. Enfin, ou bien très peu. Assez peu. Très peu, en tout cas. Et c'est quelque part à déplorer, parce que les acteurs, disons, de l'insolvabilité sont évidemment... bien sûr, le tribunal, les avocats, mais aussi les professionnels comptables. Et du coup, pendant cette période particulière, est-ce que vous avez pu jouer ce rôle ? Alors, on a pu jouer ce rôle, disons, dans certains cas, hein, de prévenir plutôt que d'arriver, disons, à des solutions extrêmes. Alors, le diagnostic doit être posé, et il est posé à partir du moment où, le diagnostic est posé, vous trouvez alors à ce moment-là les solutions. Et les solutions, ben, elles sont multiples. Elles peuvent être évidemment également la faillite de la société, parce que ça peut être une solution aussi de ne pas continuer une activité, disons, qui est déficitaire ou bien de manière récurrente déficitaire. Ça peut être aussi la liquidation, disons, de la société, pas nécessairement la faillite. Et je privilégie quand même les liquidations pour des questions finalement de rapidité, de rapidité dans le sens qu'on va peut-être essayer de rattraper un peu de trésorerie, un peu mieux, disons, au niveau du temps à écouler, et d'autre part, ben, la procédure en réorganisation judiciaire qui a été lancée en 2009. Est-ce que pendant cette période, ce sont des solutions qui sont véritablement mises en œuvre et auxquelles les entrepreneurs réfléchissent ou pas ? Parce que pour l'instant, ils font le gros dos, puisque la situation est gelée quelque part. Donc ils se disent peut-être c'est pour plus tard. La situation est gelée, ben, raison de plus que l'analyse doit être faite. Doit être faite de manière à pouvoir vérifier les chances de survie, disons, de l'entreprise. Notre tissu économique est composé quand même de plus de 90%, disons, de PME ou bien de PMI, et là, il ne faut pas se tromper. Donc, je dirais que notre rôle, me semble-t-il, est primordial et est le premier rôle à devoir jouer avant de se retrouver, disons, devant le tribunal ou bien finalement... comment vais-je dire, avec les juristes d'entreprise qui vont assister. Et les faits graves et concordants, ben, ça peut être... D'ailleurs, le législateur a diminué ce qu'on entendait par faits graves et concordants, c'est-à-dire que, bon, actuellement, plus d'un trimestre, disons, de retard au NSS précompte est constitutif, disons, de faits graves et concordants. Ce n'est pas un seul fait grave, hein. Il faut évidemment un faisceau de faits graves pour pouvoir, disons... pour pouvoir décider des difficultés récurrentes et peut-être irréversibles de l'entreprise.
Monsieur Mogenot, je me retourne vers vous. Voilà, on sait que le moratoire sur les faillites, le dernier en tout cas, il a pris fin le 31 janvier, et pourtant, comme vous le disiez, les dossiers n'affluent pas encore. Et c'est dû notamment à une chose, à une situation, c'est qu'il y a une sorte de moratoire de fait aussi qui s'est établi parce que les deux créanciers principaux, qui sont l'ONSS et le fisc, actuellement, ne citent pas en faillite. Alors quel regard est-ce que vous portez sur cette situation? Est-ce que vous pouvez confirmer qu'effectivement, cette situation, ce moratoire de fait, qui n'est donc pas écrit dans les textes, est-ce qu'il existe toujours aujourd'hui? Alors il n'est pas complet. À mon audience de lundi, j'ai eu une citation en faillite venant de l'ONSS. Donc ça montre que c'est sporadique, mais c'est plus réduit qu'en temps normal. Maintenant, je ne mettrai pas non plus sur le même pied les citations en faillite de l'État et de l'ONSS. L'ONSS, j'ai vraiment l'impression que c'est du nettoyage. L'ONSS essaye d'abord de récupérer les cotisations par le biais de contraintes, ensuite ils essayent d'exécuter par voie d'exécution forcée par un huissier de justice. Et lorsqu'ils n'y parviennent pas, parce qu'ils ont affaire à une coquille vide ou une société qui n'a plus aucun actif, à ce moment-là, ils citent en faillite. Mais donc, c'est vraiment la faillite sur demande de l'ONSS, elle arrive vraiment en fin de course par rapport à une entreprise où il n'y a vraiment plus rien à espérer et où il n'y a plus rien à trouver. D'ailleurs, ce sont des faillites qui sont totalement déficitaires, où il n'y a plus d'actifs et qui sont clôturées assez rapidement. Mais est-ce que l'ONSS et le fisc tiennent toujours leur compte quelque part? Ils ont toujours des ardoises qui vont à un moment arriver à échéance. Comment est-ce que ces acteurs vont se positionner dans les prochains mois? Est-ce que vous avez des informations par rapport à ça? Ça, j'ai pas d'informations. C'est juste de l'apurement de dossiers pour l'instant, mais on sait qu'il y a d'autres dossiers qui s'accumulent. Oui, mais je ne pourrais pas vous dire quelle sera leur politique. Donc il faut quand même s'attendre à ce qu'à un moment, il y ait les vannes qui soient quelque part ouvertes, ou on a évoqué aussi peut-être certaines dettes qui pourraient être suspendues encore quelques temps, voire annulées. Je m'attends quand même à ce que l'État se montre plus actif dans les mois qui viennent, parce qu'il était vraiment, enfin, de mon expérience, il faut toujours être très prudent quand on parle, on ne peut parler que de ce qu'on voit, et je n'ai pas de chiffres ou une vue générale sur toute la Wallonie et sur toute la Belgique, mais j'ai l'impression que l'État était quand même avait fort ralenti ses procédures de récupération et donc de citation en faillite dans les mois qui ont précédé, en ce compris avant le confinement. Gérard Delvaux, j'ai été frappé par un chiffre que j'ai vu cette semaine, c'est que 50% des factures des entrepreneurs sont payées en retard. Ce sont des chiffres du dernier trimestre 2020. Est-ce que c'est un chiffre important qui est dû à la crise actuelle, ces paiements en retard, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui existe déjà en temps normal? Et est-ce que ça risque d'aggraver la situation dans les prochains mois? Je pense que ceci est aggravé évidemment par la crise que l'on connaît, bien entendu. Mais je crois que la plupart des entreprises qui sont dans cette situation étaient déjà, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, en difficulté, disons, avant la crise. Donc c'est assez dramatique, évidemment, parce que ça veut dire que les entreprises ne disposent plus, celles qui ont comme créancier, disons, un créancier qui est en retard, disons, de paiement, de disponibilité, de trésorerie suffisant. Donc l'effet de boule de neige risque de s'amplifier à un moment donné. Mais ceci n'est pas non plus vérifié, mais il est vrai que pas mal d'entreprises sont en retard, disons, de paiement, et que, ça fait un peu domino, donc, puisque l'une est en retard, et elle crée, disons, un préjudice par rapport à l'autre, et ça risque de faire un peu domino, disons, dans ce sens-là. Mais ce n'est pas accru, à mon avis, beaucoup d'entreprises étaient déjà en difficulté avant la crise, en tout cas. C'était une des craintes, évidemment, de ce moratoire sur les faillites, c'était, comme vous le disiez, cet effet domino, parce que voilà, si on ne paye pas les fournisseurs, ces fournisseurs eux-mêmes ont des difficultés et risquent d'avoir des problèmes d'insolvabilité et d'être menés aussi à la faillite. Est-ce que cet effet domino, vous l'avez constaté dans les derniers mois? Je pense que c'est un peu occulté, finalement, par toutes les mesures qui ont été prises, me semble-t-il. Oui, effet domino qui peut aller dans les deux sens, d'ailleurs. Si on protège trop l'entreprise et qu'elle, du coup, en évitant de payer ses dettes, ça porte préjudice,
évidemment à ses créanciers, mais par contre, si elle s'effondre, ça porte aussi préjudice à ses créanciers. Donc c'est très compliqué. Oui, c'est ça, c'est assez compliqué. C'est compliqué à mesurer aussi. Mais... Je crois que le moratoire qui a été donné occulte quand même un peu, disons, les effets qui auraient été ceux-là, disons, s'il n'y avait pas eu de crise sanitaire, à mon sens. Monsieur Mougenot, Gérard Delvaux l'expliquait tout à l'heure, il l'évoquait en tout cas, le fait que la faillite, c'est parfois une solution quand même malgré tout pour les entreprises. Ça, on le rappelle peut-être pas assez. Alors c'est évident que c'est évidemment pas une phase agréable, c'est pas quelque chose de gai pour un entrepreneur de se dire qu'il doit liquider sa société, qu'il doit déposer le bilan, mais dans certains cas, il vaut mieux clarifier la situation et repartir peut-être par après sur de bonnes bases. Alors là, est-ce qu'on n'est pas justement avec ce gel, avec ce moratoire, en train de conserver des structures qui ont peut-être de toute façon de telles difficultés qu'il va falloir se résoudre à un moment à arriver à cette extrémité qui est la faillite? Oui, c'est probable, effectivement. On a parlé de couvercle, d'une certaine manière, ça crée un biais dans l'appréciation de la réalité financière des entreprises et peut-être que du coup, ça pourrait faire prolonger la situation d'entreprise qui, de toute façon, était vouée à disparaître. Ça, c'est le premier rôle, à mon sens, de la profession comptable, quand même. C'est un rôle de loyauté par rapport à son client. Quand il n'y a plus rien à faire, il faut absolument, disons, comme conseil, de donner, disons, les solutions et ne pas participer, comme certains pourraient le faire, disons, à prolonger fictivement, disons, la vie d'une société. Il vaut mieux arrêter alors à ce moment-là et d'avoir une certaine loyauté par rapport à son client et de dire les choses telles qu'elles sont. Cédric Alter, est-ce que c'est aussi quelque chose que vous pouvez conseiller à vos clients à un moment de dire, on est dans une telle situation que la solution la plus efficace finalement, ce serait de passer par la case faillite. C'est pas forcément un désastre ultime non plus. Non, pas du tout. Pas du tout. Et parfois, c'est même la solution entre guillemets la plus facile, c'est d'arrêter et de recommencer. Maintenant, j'étais assez surpris de constater, notamment dans l'ORECA, que plus que ce que je pensais, les entrepreneurs en société étaient souvent caution personnelle. On se rend compte, même pour les baux, j'étais très étonné. Et donc, ils étaient vraiment coincés parce que si ils déposaient le bilan pour leur entreprise, ils restaient tenus personnellement avec des drames humains derrière pour des montants qu'ils n'avaient pas payés. Donc, ils pouvaient perdre leur maison et tout leur patrimoine privé. Et donc là, évidemment, du coup, c'était un incitant à essayer d'encore se battre un peu plus longtemps pour voir, en espérant quand même que quand l'activité redémarre, ils puissent quand même sauver leur entreprise et également leur patrimoine personnel. Alors voilà, je déconseille de le faire d'une manière générale, évidemment, aux entrepreneurs de se porter caution de leur société, parce que c'est tout l'intérêt à la base de faire une société, c'est d'avoir un patrimoine distinct. Mais dans la réalité économique, ils y sont parfois contraints, c'est des rapports de force, même dans les baux commerciaux, dans les baux d'ORECA, souvent. Pour obtenir des prêts. Voilà, et ils sont caution personnelle. Donc là, ils sont malheureusement un peu coincés. Alors on va peut-être parler maintenant d'un autre mécanisme qui est important, qui est la procédure en réorganisation judiciaire, là, qui est en amont de la faillite, quelque part, pour essayer d'éviter justement d'arriver jusqu'à la faillite. Alors voilà, c'est une procédure que vous connaissez très bien, ce qu'elle a été fort activée, parce qu'on aurait pu se dire que pendant cette période où les faillites sont gelées, eh bien, certains entrepreneurs, certaines sociétés se tourneraient justement vers cette procédure-là. Est-ce que c'est ce que vous avez constaté sur le terrain ? Non, là on a constaté effectivement un phénomène un peu similaire à celui des faillites où effectivement les entrepreneurs attendent. Ils attendent, ils réduisent évidemment leurs dépenses au maximum, mais il faut savoir que même quand ils réduisent leurs dépenses au maximum, il y en a quand même. Il y a le loyer qui a donné lieu, comme vous le savez, à beaucoup de discussions, les assurances, certains frais incompressibles. Voilà, il y a aussi un élément, et ça va changer avec la nouvelle loi qu'on attend d'un jour ou d'une semaine à l'autre, c'est qu'il y avait une mesure qui avait été voulue par le législateur que quand on introduit une PRJ, après il y a une période de 3 ans, on ne peut plus en introduire pour éviter justement les PRJ à répétition. Et donc voilà, on conseillait aussi aux entrepreneurs d'attendre un peu, de ne pas aller trop vite pour rester protégés de la manière la plus efficace. Mais ça va changer parce que ce verrou, il est prévu qu'il saute dans la nouvelle loi sur les PRJ et donc l'avantage, c'est qu'on pourrait faire une PRJ et puis si quelques mois ou un an après, on est de nouveau en difficulté, en refaire une, sachant que les acquis de la première resteront, mais les dettes qui se seront accumulées entre-temps pourront elles aussi être traitées par une deuxième procédure de PRJ. Donc ça, je trouve que c'est plutôt une bonne chose et ça devrait inciter justement à ne pas attendre trop longtemps, parce que c'était aussi une volonté, c'est de ne pas s'y prendre à la dernière minute.
Monsieur Mougenot, comment expliquer donc il n'y ait pas plus de recours à cette procédure où on s'était dit au début de la crise que peut-être voilà, ça allait provoquer un regain d'intérêt justement pour cette procédure en réorganisation judiciaire? Je pense qu'une des difficultés, mais peut-être que les personnes de terrain ici présentes pourront le confirmer, c'est le manque de visibilité à court terme sur les possibilités de reprise. Quand on vous demande, par exemple, au début d'une PRJ, vous demandez un sursis, donc une protection pendant 6 mois, on va vous demander de faire un budget prévisionnel pendant cette période de 6 mois. Mais si vous ne savez pas quand vous allez pouvoir ouvrir, comment voulez-vous établir votre budget? Et ça, je peux comprendre que certaines entreprises attendent d'avoir des perspectives beaucoup plus concrètes de reprise avant vraiment de lancer la procédure. J'ai aussi été très frappé de constater que beaucoup d'entreprises ne connaissaient pas encore les PRJ. Je pensais, moi, jusqu'à quelques mois, que c'était bien connu maintenant, que le message était bien passé, mais non, pas encore. On peut peut-être en profiter justement pour que vous expliquiez un petit peu, en quelques mots, en quoi consiste exactement cette procédure et quels entrepreneurs ou quel type de société ça peut intéresser. Tout à fait. Donc c'est la loi sur la procédure en réorganisation judiciaire, qu'on abrège souvent par PRJ, qui a remplacé la loi sur le concordat, dont on constatait qu'elle n'arrivait pas vraiment à ses fins. Et c'est une loi qui est très souple et qui permet aussi bien à la toute petite entreprise qu'à la très grosse entreprise d'y trouver un éventail de mesures pour surmonter des difficultés temporaires, être placé dans ce qu'on appelle un sursis, où il est protégé des saisies qui pourraient être faites par ses créanciers, des déclarations en faillite, pour justement soit faire un plan, ce qu'on appelle un plan de réorganisation, donc c'est-à-dire qu'elle va présenter un plan d'appurement de ses dettes à tous ses créanciers, qui peut prévoir soit des mesures d'étalement, soit des mesures d'abattement des dettes, qui sera voté par les créanciers, et ensuite le tribunal vérifiera que toutes les formalités légales ont bien été respectées. Et donc c'est une procédure qui est vraiment très utile parce qu'elle peut donner un ballon d'oxygène aux entreprises en difficulté. Maintenant, le cas typique d'une entreprise qui est dans les, entre guillemets, bonnes conditions pour faire appel à cette procédure, c'est l'entreprise qui a accumulé un certain nombre de dettes par le passé, et puis qui a ses charges courantes, et qui arrive à faire face à ses charges courantes, mais pas aux deux. Alors là, on va geler ses dettes du passé pour qu'elle puisse se concentrer sur ses charges courantes et petit à petit apurer ses dettes du passé. L'entreprise qui ne sait même plus apurer ses charges courantes, celle-là, elle est déjà trop loin, et malheureusement, la PRJ ne lui sera pas vraiment utile. Mais pour toutes les autres, ça peut vraiment permettre, on le constate dans la pratique, de redémarrer l'activité. Voilà, on sait qu'il y a récemment, il y a un exemple assez connu, qui est celui du pain quotidien, qui s'est réorganisé grâce à cette procédure, justement. Monsieur Delvaux. En plus, disons, il y a quand même des avantages par rapport au concordat, dans le sens que, tout d'abord, le débiteur reste maître de la situation. Il reste maître de la situation, c'est pas comme en matière de faillite. Et puis ensuite, au niveau, disons, fiscal également, de l'opération, il y a quand même, disons, un intérêt fiscal lorsqu'il y a des abattements. Il n'y a pas de taxation, disons, éventuelle sur... il n'y a pas de taxation du tout, d'ailleurs, sur les abattements. Donc, ce qui est intéressant quand même, et ce qui est nouveau également dans l'accord amiable aujourd'hui, donc... ou là, extrajudiciaire, si on peut dire, où là, antérieurement, il y avait, comment vais-je dire, il n'y avait pas cette neutralité fiscale. Tandis qu'aujourd'hui, on a rendu, disons, dans ce nouveau concept législatif, la neutralité fiscale de l'abattement éventuel. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs options possibles dans cette procédure PRJ. Donc il y a de la plus simple à la plus extrême, on va dire. La plus simple, c'est un accord amiable avec l'un ou l'autre créancier qui peut être ensuite contrôlé par le tribunal. Ça, c'est quand on a peu de créanciers. L'hypothèse où on a beaucoup de créanciers, on va faire ce que j'expliquais, un plan de réorganisation avec ces créanciers qui va être voté. Et puis il y a aussi même une troisième option où là, il n'y a plus trop de perspectives de redressement, mais on veut quand même essayer de faire une faillite. Là, on peut faire ce qu'on appelle une PRJ par transfert, où on va transférer l'activité à une autre entreprise, sous le contrôle du tribunal toujours, en alternative à la faillite. Et alors vous l'avez évoqué, il y a pour l'instant un texte qui est en discussion au niveau du gouvernement et du Parlement, qui vise à quelque peu à alléger les formalités, on va dire, autour de la PRJ, parce que ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait relativement peu de PME, de petites entreprises qui faisaient appel à cette procédure, alors qu'elle est ouverte à tous, et notamment en raison de certaines lourdeurs, on va dire, administratives. Vous pouvez peut-être nous en dire plus sur cette ouverture qu'on attend dans les prochaines semaines? Tout à fait. Donc, ce qui pouvait aussi être un frein parfois à la mise en route de cette procédure, c'est que c'est quand même une procédure un peu complexe, qui a un coût et qui demande une certaine préparation au niveau des documents, notamment au moment de déposer sa PRJ, il faut pouvoir avoir une situation comptable qui ne remonte pas à plus de 3 mois, plus un budget prévisionnel. Or,
justement pour des entreprises qui étaient en difficulté, qui parfois n'arrivaient même plus à payer leurs comptables, elles se retrouvaient un peu étranglées. Et donc là, on a voulu permettre qu'elles puissent déjà déposer la requête en PRJ pour être déjà protégées, quitte à remettre un peu plus tard les documents qui manquaient au moment où elles déposent la requête. Alors la nouvelle loi donc, qui est en préparation prévoit aussi d'autres assouplissements. Et elle prévoit également, notamment ce qui était réclamé par beaucoup de praticiens, une sorte de phase préparatoire confidentielle. Parce que ça, c'était aussi un inconvénient de la PRJ parfois, surtout dans ce qu'on appelle le B2B, plus que dans le B2C. Donc, pour les entreprises qui ont des contrats avec d'autres entreprises, je pense par exemple un cas d'une entreprise dans le secteur pharmaceutique, voilà, qui consulte un avocat et qui lui explique, voilà, moi si je me mets en PRJ, je sais qu'un certain nombre d'autres entreprises ne vont plus passer de contrat avec moi. Du simple fait que j'ai annoncé que j'étais en PRJ parce que ça va briser la confiance. Ça devient public à un moment. Voilà, ça devient public. Et donc l'idée, c'est de préparer dans une phase totalement confidentielle toute une série de mesures justement propres à la PRJ, de telle manière que quand ça devient officiel, mais finalement tous les problèmes sont déjà réglés. Et donc on apporte la solution en même temps que le problème, ce qui permet de limiter, voire de réduire à néant l'impact négatif que ça peut avoir dans certains cas. Donc ça, c'est aussi une nouvelle mesure de la loi qui est intéressante. Plus quelques mesures accessoires, je l'ai dit, comme le fait de faire sauter ce verrou qui empêchait de faire plusieurs PRJ dans une période de 3 ans, etc. Et donc là, on s'attend à ce que cette procédure, elle serve un petit peu d'amortisseur, quelque part, aux faillites qui s'annonceraient dans les prochains mois. J'espère que ça va donner un message, justement, aux entreprises de ne pas avoir peur de cette procédure. Et que ça va permettre, parce que comme je l'ai dit, c'est pas bon d'attendre trop longtemps non plus. Donc là, il est temps maintenant que ce texte sorte pour justement aussi donner un message aux entreprises d'avoir recours à cette procédure qui est là et qui existe. Je voudrais revenir peut-être 15 secondes sur l'irrecevabilité qui était prévue et qui n'est plus inscrite en irrecevabilité, disons, des différents documents à présenter lors de la requête, et notamment le fait, disons, de la situation comptable et du budget qui est, je l'entends bien, qui est très difficile à établir aujourd'hui dans des perspectives qu'on ne connaît pas, donc puisque chaque jour finalement a sa peine et ça rebondit à certains moments. La situation est tellement incertaine même quand on croit que ça va bien. Alors cette situation comptable, ben oui, là je demande depuis au moins 30 ans à peu près aux législateurs successifs de donner un privilège pour les comptables quelque part, de pouvoir, disons, être certains d'être honorés, disons, si je peux dire, des rémunérations juste titre qu'ils ont engagées pour pouvoir, disons, donner le travail voulu pour établir ces situations comptables. On n'entend pas, d'une manière générale, ce point de vue, alors que finalement, c'est un point de vue, disons, qui n'est pas corporatiste. Je le dis tout de suite, c'est quelque chose, disons, qui est alimentaire par rapport au cabinet comptable. Ils ont aussi du personnel, disons, à devoir payer régulièrement. Et ça ne donne pas, disons, une vision positive, disons, finalement, de l'expert comptable qui n'est pas enclin à travailler finalement gratuitement lorsqu'une entreprise se trouve en difficulté. Et alors il y a un effet de boule de neige qui se donne aussi parce que l'entrepreneur a un comptable et alors il ne paye pas ce comptable, donc le comptable ne travaille pas, les situations sont en retard et la prévention n'est pas jouée. Et d'autre part, on change alors à ce moment-là de comptable à un certain moment, et il y a une succession de comptables qui font que très souvent on constate que la comptabilité n'est pas du tout à jour et n'est pas du tout précise comme on le désirerait. Ça fait partie du message aussi de ne pas attendre trop longtemps, justement, voilà, d'avoir quelques réserves de liquidité. Cette situation comptable, pour moi, c'est très bien qu'on ait donné un délai supplémentaire, mais ça ne devrait pas être comme ça, parce que finalement, il y a une responsabilité de la part, disons, de l'expert comptable ou bien, disons, de la personne qui tient la comptabilité, de donner les chiffres à temps pour pouvoir poser le bon diagnostic, disons, également à temps. Mais enfin, bon, c'est comme ça. Dans un monde idéal, effectivement. C'est comme ça. Est-ce que ce sont des choses que vous constatez aussi du côté du tribunal, voilà, une difficulté à obtenir des chiffres, des situations comptables vraiment précises? C'est un constat généralisé. Donc, dans le cas de la PRJ, le tribunal va désigner un de ses juges, qu'on appelle le juge délégué, qui est là pour dialoguer avec l'entreprise et suivre
les opérations et faire rapport régulièrement au tribunal sur l'état d'avancement. Et une plainte régulière dans les rapports des juges délégués, c'est qu'ils n'arrivent pas à obtenir des chiffres. Et ça, c'est un peu malheureux, me semble-t-il. Et je donne une des causes, parce que, bon, mais c'est vrai que c'est dans un monde idéal, probablement, mais enfin, la prévention ne joue pas. Alors, à partir de ce moment-là, si on n'a pas une situation, disons, au jour le jour. Donc, voilà. Voilà, on sait que les entrepreneurs, évidemment, parfois, ils sont un peu nés dans le guidon et ce n'est pas toujours leur première priorité. C'est pas leur préoccupation nécessairement, mais enfin, ça devrait quand même être finalement la base d'une réflexion pour savoir ce qu'on va faire et quelles sont les solutions, disons, à tirer de cette situation qui est en difficulté. Dominique Maugenot, j'ai envie de vous demander quelque part, qu'est-ce que vous conseillez aux entrepreneurs? Est-ce que prendre contact avec vous, est-ce que vous êtes à leur disposition pour leur expliquer un petit peu les démarches? Comment se positionne le tribunal de l'entreprise par rapport à ces difficultés d'insolvabilité? Est-ce qu'on peut venir sonner chez vous au tribunal pour vous demander comment ça fonctionne? Alors, venir sonner, non, parce que nous ne pouvons pas donner de conseils. Je me dirais plutôt, tournez-vous vers vos conseillers naturels qui sont le comptable ou l'avocat éventuellement. Mais par contre, le tribunal a quand même un rôle assez actif dans le suivi des entreprises en difficulté. Il y a au sein des tribunaux d'entreprise ce qu'on appelle les chambres des entreprises en difficulté, qui sont là pour détecter le plus tôt possible, et on a toute une série de ce qu'on appelle des clignotants, donc des signaux d'alarme qui attirent notre attention, détecter les entreprises qui commencent à battre de l'aile, et à ce moment-là, le tribunal va décider la voie dans laquelle vers laquelle il va se diriger, mais l'une des voies, ça peut être de désigner ce qu'on appelle un juge rapporteur, qui va convoquer l'entreprise pour essayer de faire avec elle un diagnostic. Donc, venir sonner chez nous, non, mais il se peut que nous nous dirigions vers vous. Et je dirais, accueillez favorablement cette démarche de la Chambre des entreprises en difficulté, parce que le but, ça n'est pas de chercher à vous mettre en difficulté, c'est au contraire de vous aider et d'essayer de voir le plus clairement possible la situation pour que vous puissiez par vous-même déterminer les mesures à prendre. Et qu'est-ce qui peut émerger de ces contacts, justement, dans le cadre de ces chambres pour entreprises en difficulté? Ça peut être l'occasion, précisément, de réfléchir à une possibilité de PRJ. Ça peut être une démarche préalable. Je crois que un des premiers apports de contact entre le juge rapporteur et l'entreprise en difficulté, c'est déjà de pouvoir être conscient de sa propre situation et de ses causes. C'est un premier diagnostic à faire, et en fonction de ça, ça peut déjà ouvrir un panel de solutions. Bon, dans certains cas, malheureusement, ce sera la faillite. Dans d'autres, au contraire, on peut essayer de trouver des solutions de restructuration. J'ai déjà eu l'occasion, effectivement, d'accompagner l'un ou l'autre client à ces convocations, bien que l'avocat ne doive pas nécessairement être présent, mais il peut l'être. Et effectivement, je confirme que, de tout ce que j'ai pu assister, ça se fait dans une approche bienveillante. Donc, l'entrepreneur ne doit pas voir ça comme quelque chose d'effrayant ou une punition qui l'attend. C'est au contraire plutôt une main tendue pour essayer de lui faire prendre conscience de cette situation et prendre les bonnes décisions. Oui, depuis d'ailleurs la fin du siècle passé, si on peut parler comme ça, depuis 87, je crois, il y a eu quand même une sensibilisation, disons, des tribunaux, à être moins répressifs, disons, qu'ils ne l'étaient antérieurement. Donc c'est un dialogue permanent qui doit être entre finalement l'avocat, le professionnel comptable et le tribunal. Ce n'est pas toujours bien compris parce que le tribunal, bon, ça effraie parfois, disons, l'entrepreneur. Voilà, c'est vrai que la première vision qu'on a peut-être de la justice, c'est forcément quelque chose de sanctionnateur. Donc c'est peut-être comme ça que les entrepreneurs le voient. Ça ne correspond pas à la réalité. On a supprimé la faillite d'office. Donc ça veut dire que les tribunaux n'ont plus le pouvoir de décréter la faillite d'une entreprise. Il faut que l'initiative vienne soit d'un créancier, soit du procureur du roi ou éventuellement de la personne elle-même, de l'entreprise elle-même. Mais nous ne pouvons pas le faire. Donc déjà, c'est un élément de crainte qui disparaît. Est-ce que ces chambres pour entreprises en difficulté, aujourd'hui, elles tournent à plein régime, quelque part? Pas tellement, non. Pas plus qu'auparavant, je dirais. Donc c'est la même chose là, oui, pour l'instant, il y a une espèce de gel. On est vraiment dans une situation de... On a l'impression que tout le monde économique est un peu engourdi à ce niveau. Ça va finir par se réveiller probablement. Probablement. J'ai envie de terminer vers vous tous en vous posant une simple question.
Gérard Delvaux, qu'est-ce que vous conseillez aujourd'hui aux entrepreneurs qui ont ces difficultés forcément de solvabilité, qui commencent à voir que du côté de leur comptabilité, ils ont de grosses difficultés? C'est quoi les premières démarches qu'ils doivent mettre en œuvre aujourd'hui? Mais la première démarche, c'est de faire, évidemment, vous allez dire que j'en fais une obsession, mais de faire une situation comptable et un budget, disons, précis, de manière à pouvoir trouver la solution. De voir tout d'abord s'il y a un marché, s'il y a toujours un marché, disons, dans le produit. Parce que ça peut arriver que, voilà, il y a plus de marché et ça ne sert à rien, disons, de continuer une activité qui est de manière récurrente, disons, déficitaire, lorsqu'il n'y a plus de débouchés, disons, au niveau des... En dehors de la situation exceptionnelle actuelle. En dehors de la situation exceptionnelle. Mais c'est d'employer donc que le professionnel, disons, mette en garde. Et il est le gardien quand même, disons, de la bonne légalité, disons, des choses au niveau de l'entreprise et de mettre en garde de manière loyale, disons, son client. C'est un peu comme ça que j'entrevois mon métier depuis plus de 40 ans, c'est d'essayer en tout cas, parce que bon, on ne réussit pas toujours, mais d'essayer, disons, d'être loyal par rapport à son client et de pouvoir lui dire en toute indépendance ce qui va, ce qui ne va pas, de le conseiller, disons, exactement dans son devenir. Voilà, donc en quelques mots. Dominique Mougenot, qu'est-ce que vous conseillez aujourd'hui? On parlait de couvercle sur la marmite. Est-ce qu'il faut soulever le couvercle et regarder un petit peu quelle est la réelle situation aujourd'hui de l'activité? Je ne dirais pas des choses très originales. Je pense qu'effectivement, c'est important que les entreprises prennent conseil. Je vais vous donner un petit exemple pragmatique et assez caricatural à mon audience de lundi. J'interrogeais un monsieur, c'est un informaticien indépendant, qui avait vivoté pendant 2 ans dans une situation qui se dégradait de jour en jour, et puis finalement il s'était décidé à faire aveu de faillite. Et quand je lui ai demandé mais pourquoi est-ce que vous avez attendu aussi longtemps, il m'a répondu je pensais que les personnes physiques ne pouvaient pas être déclarées en faillite. Ah ouais. Donc ça veut dire qu'il y a un déficit d'information. Là c'est franchement caricatural, mais il y a un déficit d'information et cette personne est resté, je dirais, visiblement écrasé par la situation qui l'affectait, sans chercher d'aide, sans chercher de renseignements, d'informations. On ne l'a pas détrompé dans ses idées fausses. Je crois que la première démarche, c'est effectivement de chercher de l'aide. Cédric Alter, on est dans une situation un peu de paralysie, on le disait tout à l'heure. Il ne faut pas être tétanisé non plus. Voilà, tout à fait. Et je rejoins évidemment ce que disait Gérard Delvaux et M. Mougenot. Si la personne va prendre conseil auprès d'un comptable ou d'un avocat, on ne va pas la pousser à faire des procédures inutiles. Je pense qu'il y a une première étape qui peut être d'analyser la situation, qui ne sera pas nécessairement coûteuse. Ça va être 1 heure ou 2, discuter avec la personne, voir un peu... Et puis on peut y aller étape par étape. Avant chaque étape, voir avec la personne qu'est-ce qu'elle est prête à investir comme temps, comme énergie, financièrement, pour faire telle ou telle procédure, ou est-ce qu'elle préfère arrêter là, mais au moins, effectivement, et profiter, je dirais, pour ceux dont l'activité est ralentie, pour justement mettre ce temps à profit pour alors faire ce travail d'introspection et de conseil. Très bien, un grand merci encore à tous les trois. Merci bien. Voilà, c'était la conclusion de ce débat consacré aux faillites dans ce très beau cadre ici du Cercle de Wallonie à Liège. Et on espère évidemment dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, vous retrouver en présentiel. En attendant, j'espère que vous avez profité de ce débat, que vous avez pu tirer certains enseignements de la situation actuelle et pourquoi pas trouver quelques conseils pour vous orienter dans cette situation qui est encore évidemment difficile aujourd'hui. Un grand merci à tous et on se retrouve très bientôt.